il y avait notre collègue Carlos qui travaillait avec nous auparavant, qui travaille aussi avec nous sur ce projet-là. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Ce troisième webinaire donc, durera 1 heure. Sa thématique sont les soins prénataux et postnataux. Et donc, c'est présenté par Stéphanie Épivant, qui est sage-femme à Amante-la-Jolie, une commune de France et plus particulièrement des Yvelines. Et nous espérons que Marie-Reine Kaling, qui est sage-femme au poste de santé de Ourossogui, nous rejoindra pour partager avec nous ce webinaire qu'elles ont préparé. Oui. Donc, Voilà. effectivement, bon, Donc, a priori, elle a un empêchement, donc j'espère rien de grave. Sinon, écoutez, voilà, les sages-femmes qui sont présentes, n'hésitez pas à prendre la parole pour pouvoir échanger. L'idée, effectivement, c'est un échange de pratiques. Voilà, on est sage-femme, on travaille juste dans des pays différents. Alors, je vais partager sur mon écran. Touc. Non, c'est pas ça du tout. j'ai pu lancer l'enregistrement, hein. Ah bah, je l'avais fait. Ah, d'accord, je l'ai même pas vu. Alors, attends, par contre, je me suis trompée. Partager, 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 fenêtre, santé maternelle, et on va y être. Allô? Animation. Allô? Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez le diaporama? Bien sûr. C'est C'est bon. bien. sûr. Parfait. D'accord. Oui, on le voit. Parfait. Alors, Allô? juste pour éviter, parce que du coup, alors moi, je ne vous vois plus. Je vous vois plus du tout. Si c'était possible juste de couper vos micros. Après, si vous voulez prendre la parole, bien sûr, intervenez du coup directement, ou si Marie-Odile peut... Si tu vois tout le monde, Marie-Odile? Oui. Ok. Donc, c'est parti. S'il veut bien. Alors, une présentation. Donc, effectivement, Marie-Odile, je te remercie de m'avoir présentée. Donc, moi, je suis sage-femme. Je suis sage-femme depuis quelques années. Diplômée en 95, et ça fait donc depuis 2002 que je travaille dans un centre de PMI. Auparavant, j'étais dans un hôpital, ce qu'on appelle un hôpital niveau 3, et maintenant, donc, je travaille dans les Yvelines et plus particulièrement à Mantes-la-Jolie, dans un centre de PMI. Le centre de PMI, donc, a pris naissance, les centres de PMI ont pris naissance en 1945, c'était l'après-guerre, dans un but de diminuer la mortalité maternelle et infantile. Voilà, depuis 70, alors quelques chiffres d'histoire, d'historique. En 70, donc les médecins de PMI, donc depuis cette date-là, sont destinataires des déclarations de grossesse qui nous sont transmises à nous sages-femmes. Et également, les médecins reçoivent les avis de naissance, les certificats du 8e jour, 9e mois, 24e mois. En 1982, le service de PMI a été placé donc, sous la direction du conseil départemental. Et donc, il y a des activités qui ont été définies. Donc, le suivi médical des femmes enceintes, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, le suivi médical préventif des enfants jusqu'à 6 ans, quand on parle de protection infantile, la planification et l'éducation familiale, quand on parle des centres de santé sexuelle, donc ça va tout être tout ce qui est autour de la contraception, de l'interruption volontaire de grossesse, les infections sexuellement transmissibles. Également la santé de l'enfant confié, donc les enfants qui sont placés par rapport à la protection de l'enfance. Et on n'oublie pas l'agrément et le suivi des modes d'accueil du jeune enfant. Donc tout ça, effectivement, c'est géré par le service départemental de la PMI. Dans un centre de PMI, comment est-ce que l'on s'organise? On travaille en équipe, donc une équipe qui est plus restreinte que sur l'hôpital. Dans chaque centre, il y a des assistantes administratives. On essaye médecin, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais voilà, en général, il y a un médecin par centre. Infirmière
ou infirmière puéricultrice, éducatrice jeune enfant et donc sage-femme. On n'est pas sectorisé, on ne reçoit pas uniquement des femmes, des familles qui habitent dans le secteur de la PMI. Toute famille peut aller dans le centre de PMI de son choix. On travaille bien sûr en partenariat avec les hôpitaux, plus particulièrement les maternités, mais également tout le secteur libéral, que ce soit les médecins, les gynécologues, les pédiatres, les sages-femmes, et également le service aussi de psychiatrie. Voilà. Le but, effectivement, les centres de PMI accueillent tout le monde, mais plus particulièrement les personnes qui vont être dans des situations de précarité, les personnes qui sont non assurées sociales. Il faut savoir que dans les centres de PMI, il n'y a pas d'avance de frais, c'est-à-dire que les familles qui viennent ne payent pas les actes, les consultations, la vaccination. Voilà. Donc, il y a des centres de PMI, des centres de santé sexuelle, et également, il y a un bus qui va sillonner une certaine partie du département, plutôt le milieu rural, pour proposer des consultations pour les infantiles, pour les enfants de moins de 6 ans, et également, là, depuis un certain temps, également des consultations pour les femmes enceintes. Voilà. Les missions. Alors, en PMI, la sage-femme, elle va pouvoir assurer les consultations donc, de grossesse, les consultations mensuelles, voilà, jusqu'au 7e mois. Ensuite, les femmes vont être dirigées vers la maternité de leur choix, où elles pourront accoucher et où elles seront donc suivies jusqu'au terme de la grossesse. Au centre de PMI, on va effectivement aussi proposer l'entretien prénatal, qu'on appelle l'entretien prénatal précoce, au 4e mois, mais moi je pars du principe qu'on peut le faire à n'importe quel mois, cet entretien. On va le détailler par la suite. L'entretien postnatal que l'on propose un mois après l'accouchement. La consultation également postnatale, je ne sais pas pourquoi elle est au pluriel, c'est une erreur que l'on propose 2 mois après l'accouchement. Dans les centres de PMI, on va vraiment aussi avoir une place particulière autour de l'accompagnement à la parentalité, donc avant et ou après la naissance. Donc la sage-femme, l'infirmière puéricultrice, le médecin, voilà, toute l'équipe. On est aussi dans la prévention de la maltraitance. Prévention de la maltraitance, donc je sauterai une ligne en disant effectivement on est aussi dans le repérage des situations de violences faites aux femmes, puisqu'on sait que les violences faites aux femmes démarrent souvent, la grossesse est un facteur favorisant, un élément déclencheur des violences conjugales. Rôle aussi dans la prévention des addictions, tabac, alcool, toxicomanie. Et puis également, on œuvre par rapport au dépistage. Donc, on informe autour de la dépression périnatale, que j'appelle aussi difficulté maternelle. Donc, on va effectivement, lorsque l'on rencontre les femmes, voilà, les informer dans ce rôle de prévention, de dépistage et orientation si nécessaire. Donc, j'exerce donc dans le centre de PMI, mais également, je peux me rendre au domicile d'une famille, si besoin, seule, ou avec une infirmière puéricultrice ou une assistante sociale. Voilà. Donc, on insiste sur le travail en équipe. C'est clair? C'est vrai que je ne vois pas, mais je ne sais pas. Mettez des petits pouces si vous pouvez, des petits pouces. Marie-Odile me dira si tout va bien. Vous m'entendez? Il semblerait que tout aille bien. Ah bon, d'accord, super. Bien sûr. En tout cas, je t'entends, Stéphanie. Bon, c'est bien, tu m'entends, c'est bon. Alors, l'entretien prénatal précoce. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est proposé également au Sénégal. Ça fait partie du suivi, des consultations de la grossesse. Alors, ce n'est pas une consultation. Ici en France, donc c'est obligatoire depuis mai 2022, alors que ça a été mis en place depuis 2007, mais ça a du mal à être mis en place. Voilà, donc il est obligatoire depuis 2020. Donc, il va être proposé à la femme seule ou en couple. Donc, on peut le faire aussi à la femme seule et dans un autre temps à la femme avec son conjoint.
s'il est présent. Il n'y a pas d'examen clinique, c'est vraiment un temps d'échange, un temps de parole, un temps d'écoute, où on va prendre en compte, voilà, comme c'est noté, la dimension psychologique et émotionnelle de la patiente, voilà, à se tenter, hein, et aussi prendre en compte son environnement social. Donc, ça va nous permettre d'évaluer s'il y a besoin de lui proposer un accompagnement. On parlait tout à l'heure par rapport aux addictions. Voilà, on peut l'orienter, elle, voire même son conjoint, vers une sage-femme addictologue, par exemple. On peut l'orienter vers une assistante sociale si elle vient et qu'effectivement, il n'y a pas encore d'ouverture au niveau des soins, au niveau sécurité sociale. Donc, on va pouvoir l'orienter pour l'aider à faire son dossier, par exemple. L'orienter également vers une psychologue, si besoin. Hein, on le sait, la grossesse, c'est un moment quand même très particulier voilà, pour la femme, pour le couple. Et puis, il y a des choses qui peuvent aussi remonter lors de la grossesse. Donc, voilà, prendre le temps d'évaluer le bien-être mental de la future maman, c'est aussi important. Et puis, ça va permettre tout simplement aux futurs parents de poser leurs questions, hein, tout simplement exprimer leurs craintes. Voilà, des choses qu'ils n'ont peut-être pas compris par rapport aux consultations qui sont proposées. Voilà, c'est tout nouveau souvent pour eux. Et puis, ça va nous permettre aussi de construire un lien de confiance. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à l'entretien prénatal? Est-ce qu'une des sages-femmes va intervenir dans la salle? Non. Ensuite, donc Oui? Oui, il y a une On demande. va utiliser, ça ressemble à un acte préparation psychologique de l'accouchement, ce qui est pratiqué chez nous, par exemple, accouchement sans douleur et le traitement des séquelles qui est lié à l'accouchement. C'est vraiment s'il y a des séances de kinésie, expliquer physiologie, comment il faut se comporter durant la grossesse, les postures, certains exercices à faire, régime alimentaire, massage périnéal pour préparer les périnées pour ne pas avoir les déchirures inutiles. Nous, on a cette plan stratégie, c'est cette préparation de l'accouchement sans douleur. D'accord. Plan de l'accouchement, oui, dès le début de grossesse, on va trier les malades pour voir est-ce que tout se réunit. Peut-être il faut intervenir avec assistance sociale aussi, c'est possible à notre niveau à l'hôpital. Donc, ça ressemble beaucoup à vos propos. D'accord. Et c'est quelque chose que vous proposez, c'est plusieurs séances? Oui, en général, c'est au moins 10 séances. Ah oui, d'accord. Donc, il faut on prolonger. Ça dépend maintenant de l'évaluation des situations. Si le problème est réduit, amélioré, mais en tout cas, accompagnement jusqu'à l'accouchement. Souvent, ils font des visites à la maternité pour se préparer et voir dans quel milieu ils vont y accoucher. Ça crée une ambiance, voilà, ils connaissent tous les sages-femmes parce que souvent, CPN, salle de naissance, hospitalisation, il y a des rotations, les personnels, les femmes, ils sont bien à l'aise là parce qu'ils connaissent elles tous les connaissent personnels. bien. Voilà. D'accord. Oui, ça ressemblerait plutôt, parce que là, l'entretien prénatal, c'est, vous voyez, on le fait à la PMI, donc elle ne rencontre pas les sages-femmes de l'hôpital. L'entretien prénatal, ça dure 1 heure. On peut le répéter, voilà, on peut le répéter une fois, comme je disais, mais après, là, ce que vous faites, ça ressemble aussi aux cours de préparation à la naissance qui sont proposés. Alors, nous, on ne le propose pas en PMI, mais c'est proposé par les sages-femmes libérales et dans certaines maternités, où effectivement, pour les préparer à l'accouchement, aux soins, voilà, aux soins dans l'enfant à la naissance, voilà, aux premiers soins, vous voyez. Donc, c'est plus, c'est un mix un petit peu des deux. D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait une préparation, enfin des séances comme ça qui étaient proposées au Sénégal. ONG,
Ils ont débuté le programme avec notre hôpital et après, c'est devenu répandu dans les plusieurs régions du Sénégal. Mais c'est D'accord. Très bien. ils sont gratuits. Comment? Les séances, ils sont gratuits. D'accord, ok. Oui, oui, oui. Et nous, c'est vrai que voilà, pour les femmes qui sont assurées sociales, elles ont les cours de préparation, c'est gratuit. Après, bah, pour celles qui ne l'ont pas, on les prépare comme on peut au centre de PMI, mais c'est pas de la même façon. C'est pas en groupe du coup. Ça va être des choses en individuel. D'accord. Alors ensuite, pour continuer, donc une fois qu'on a parlé de l'entretien, là, les consultations obstétricales, donc je vous disais, en PMI, on va pouvoir suivre les femmes jusqu'au 7e mois. On va réaliser la déclaration de grossesse. Voilà, pour tout ce qui va être prestation familiale et puis par rapport, voilà, pour celles qui travaillent, pour l'ouverture des droits. On va suivre, en tant que sage-femme, on suit les grossesses qui sont physiologiques. On a aussi, voilà, un rôle de dépistage de la pathologie pour pouvoir orienter, en cas de pathologie, vers un médecin. Donc, c'est pour ça qu'on est en lien avec les maternités. Si on détecte une pathologie, on orientera la future maman vers un médecin. On va informer, alors ce que vous disiez aussi tout à l'heure, on va informer les patientes, les couples sur le classement des maternités. Voilà, en fonction de leur antécédent. Donc, on a effectivement différents niveaux de maternité. On a les maternités qui sont au niveau 1, où là, effectivement, ça va être pour des accouchements plutôt physiologiques. Le niveau 2, 2A, 2B, où là, il y aura un service de néonatologie et de soins intensifs pour les enfants qui vont naître prématurément ou du moins quand il y aura une surveillance. Et les niveaux 3, où là, il y a un service de réanimation néonatale. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Poissy, où j'avais exercé précédemment. Donc, c'est un niveau 3. Donc, maternité où il y a une réanimation néonatale, ça va être effectivement pour les grands prématurés. Donc, on va les informer pour leur dire qu'effectivement, si c'est physiologique, elles peuvent plutôt accoucher dans une maternité de niveau 1 ou 2A, c'est parfait. On va bien sûr prescrire, le cas échéant, si nécessaire, les traitements. Proposer bien sûr la vaccination. Donc, on en reparlera tout à l'heure par rapport à la vaccination, les examens de laboratoire que l'on fait également. Tout ça, on va l'aborder juste dans la slide suivante. Depuis, donc on peut effectivement proposer, si besoin, prescrire un arrêt de travail. Et depuis peu, on peut faire une prolongation. C'est-à-dire, parfois, on a des femmes qui ont été arrêtées par leur médecin traitant qui viennent nous voir. Voilà, il y a quelque temps, on ne pouvait pas prolonger un arrêt de travail. Et là, on a effectivement, au niveau du Conseil de l'Ordre, on a une autorisation pour faire une prolongation. Bien sûr, tant qu'il ne s'agit pas d'une grossesse pathologique, puisque je vous rappelle, si c'est pathologique, c'est un médecin qui doit suivre et c'est un médecin qui doit arrêter s'il y a besoin. Voilà. Donc, j'imagine, comme au Sénégal, on a une liberté de prescription qui est reconnue par le code de déontologie, mais bien sûr, dans les limites de notre champ de compétences. Je pense que c'est pareil au Sénégal. Bon, je continue. Les consultations obstétricales, c'est vrai que la dernière fois, lorsque j'avais fait la présentation, donc on prend les constantes, on va faire l'interrogatoire, l'examen obstétrical, et j'avais précisé que le toucher vaginal, c'est vrai qu'on ne le pratique pas systématiquement. Et on en avait échangé avec certaines de vos collègues qui me disaient que souvent, si j'ai bien compris, au Sénégal, les femmes étaient plutôt demandeuses, ça les rassurait d'avoir ce toucher vaginal. Voilà, donc moi, c'est vrai que pour ma part et comme de nombreuses de mes collègues, si en fonction de ce qui a été dit lors des questions que j'ai pu poser, si je n'ai pas un utérus qui est contractile, s'il n'y a pas d'antécédent particulier, je ne vais pas faire de toucher vaginal, mais je vais le proposer. Si effectivement la patiente le souhaite, je le ferai, sauf dans le cas de placenta, effectivement, prévia ou autre. Mais du coup, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement.
À chaque consultation, bien sûr, on va répondre aux questions de la patiente, du couple. Par rapport à la vaccination, donc actuellement, là, au mois de novembre, on propose la vaccination contre la grippe. Voilà, donc elle est recommandée mais non obligatoire. La vaccination également, par rapport à la coqueluche qui est proposée. Donc, cette vaccination ici, donc on va la proposer entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Voilà. La grippe, on la propose dès le début de la grossesse. Et récemment, on va pouvoir proposer la vaccination à Brisevaux. Donc, c'est par rapport au VRS, au virus. Et donc, cette vaccination, elle va être proposée entre 32 et 36 semaines, mais bien sûr que sur les périodes à risque, c'est-à-dire comme là actuellement, entre septembre et janvier. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est proposé au Sénégal. C'est par rapport au risque de bronchiolite pour l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? Non. Bon, personne ne répond, personne ne... Vous ne le proposez pas? Il y a une réponse dans la conversation, non? Ah, merci Edgar, dis-moi tout. J'ai une réponse dans la conversation, mais je pense que la timidité a gagné un peu nos rangs. Oh, mais non, il ne faut Est-ce pas que être timide. Voilà, donc est-ce que c'est possible qu'on fasse un tour d'écran pour que les uns et les autres puissent se présenter? Cela peut peut-être susciter Ah, bah un si peu tu veux. d'intérêt à intervenir. Alors, attends, tu veux que j'arrête peut-être mon partage? Pas nécessairement, Non? Bah allez-y, pas présentez-vous. Je ne vous nécessairement. vois pas, quoi, c'est Marie, dommage, mais allez-y. voilà, bon, si tu veux, tu l'arrêtes, mais ça pourrait permettre aux uns aux Allez-y. autres de... Voilà. Marie-Odile, tu peux prendre le relais. Bon, je suis une personne extérieure aux sages-femmes. Voilà, je participe juste pour vous aider à animer. Oui, mais tu as une place importante, Edgar. Donc là, j'ai arrêté le partage. Si vous voulez vous présenter. Non. Bon, c'est pas grave. Bonjour, c'est Madame Diallo. Alors, je n'ai pas entendu. Il y a un petit écho. Bonjour Stéphanie. Bonjour Edgar. Bonjour. C'est Madame Diallo. Oui, tu vas bien? Ah, je m'excuse du retard, oui. Je vais bien, alhamdoulilah. Bon, je ne sais pas si tu es là depuis le début, du coup. Non, ça fait à peine 5 minutes que je me suis connectée. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, j'ai bien eu ton message pour Marie-Reine. Là, il y a une question, je pense. C'est Madame Sokna. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, Je merci. suis Et vous? Madame Saïla Sokna, je suis sage-femme au poste de santé de Foudiat au Sénégal. Alors, je ne vous entends pas très bien. J'ai entendu que vous étiez sage-femme dans un poste de santé. Oui, au Ah, mince. Sénégal. Oui, au Sénégal, oui. Oui, maintenant, je voulais apporter une contribution sur le toucher vaginal, quand vous en parlez tout de suite, parce que vous dites que c'est pas systématique. Ici, c'est systématique lors des consultations prénatales. Les touchés vaginales sont systématiques, on le fait pour toutes les patientes et pour les 8 consultations prénatales. C'est obligatoire. C'est Et obligatoire. aussi pour la vaccination, oui, pour la vaccination aussi, c'est juste la vaccination antitétanique qui est obligatoire. Les autres ne sont pas obligatoires. À la naissance aussi, on vaccine systématiquement l'enfant pour l'hépatite B. Hépatite Par B. l'hépatite B, il n'y a pas rien qui le passe. Après, il y aura le calendrier vaccinal, mais avant ça, il n'y a pas quelque chose qui est encore systématisé pour la mère. D'accord. Ok, oui, c'est vrai qu'effectivement, la dernière fois, c'est ce qu'avait dit Madame Diallo par rapport au tétanos, l'hépatite B. Oui. Alors que nous, effectivement, alors, ce n'est pas obligatoire encore par rapport à la coqueluche, par rapport à la grippe, mais c'est vrai qu'on le recommande plus. Très bien. Merci pour votre intervention. Est-ce que d'autres personnes voulaient prendre la parole ou je continue? Je pense que je vais continuer. Toc. Alors,
Donc, il faut juste que je me remette sur mon PowerPoint. Non, c'est pas ça. Tac. Alors, là, vous le voyez? Oui, c'est très bon. Ouais, super, merci. Allez, je continue. Donc, les consultations obstétricales, le troisième volet. Donc là, c'était juste un détail des examens biologiques donc, qui sont faits donc, obligatoirement en fonction, bien sûr, des cas pendant la grossesse. Donc, toutes les sérologies, hein, toxoplasmose, rubéole, syphilis, CMV, hépatite C, HIV, que l'on propose, l'HIV. Bien sûr, la détermination du groupe Rhésus, les RAI, la numération, les plaquettes, une glycémie à jeun en début de grossesse et le contrôle d'albumine et de sucre dans les urines tous les mois. Si la femme, bien sûr, est toxoplasmose négative, on va faire un contrôle mensuel. Si elle n'a pas été vaccinée, elle n'est pas immunisée contre la rubéole, on fera également un contrôle mensuel jusqu'au 5e mois et on insistera pour une vaccination ensuite de couche immédiate. Les patientes qui sont Rhésus négatifs, on va proposer également la recherche du Rhésus fœtal sur un prélèvement de sang maternel. Et en fonction, on fera une administration ou pas d'immunoglobuline. L'HGPO, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Alors qu'on a tendance à faire systématiquement au cours du 6e mois. Bon, là, c'est vrai que moi, j'ai marqué sur facteur de risque parce que c'est vrai, voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire à toutes. C'est vraiment plus quand il y a des antécédents de diabète, quand il y a une prise de poids importante ou à l'échographie si on a effectivement un bébé, un gros bébé. Voilà. Les échographies, normalement, il y a, on va dire, 4 échographies. Une première de datation, puis à 12, 22, 32 semaines. Après, bien sûr, s'il y a besoin de contrôler une morphologie, contrôler une présentation, contrôler une croissance ou des images incertaines, on pourra refaire d'autres échographies. Au cours des consultations, on aborde à chaque fois l'hygiène de vie par rapport aux addictions. C'est vrai que parfois les mamans me disent « mais vous m'avez déjà posé la question le mois dernier ». Voilà, on ne sait jamais, je redemande toujours l'alcool, le tabac. On refait le point aussi sur l'alimentation. On va insister sur l'activité physique. Et puis mettre en garde aussi par rapport au tabagisme passif pour les mamans dont le conjoint fume. Voilà. La vaccination. Donc, vaccination pour la maman, mais aussi pour le conjoint et pour les personnes qui vont être autour de l'enfant. C'est vrai, les grands-parents, par exemple, on demande si voilà, les grands-parents sont à jour de leur vaccin et sinon, on va proposer une prescription. Par rapport aux violences, donc tout à l'heure, je vous ai dit, on le sait, la grossesse, l'arrivée de l'enfant, ce sont des facteurs favorisant un déclencheur de violence conjugale. Donc ici, on est vraiment dans un questionnement systématique à demander à la patiente si elle a été victime de harcèlement, de violence dans l'enfance, à l'école, au travail, dans une vie de couple. Voilà. Et actuellement aussi, on pose la question comment ça se passe avec le conjoint. On a aussi des mamans qui viennent de pays étrangers et qui ont été victimes de violences sur leur parcours migratoire. Et voilà, donc qui ont des traumatismes. Et j'ai envie de dire rien que le parcours est déjà traumatisant. La prévention autour de la dépression périnatale. Donc, pareil, on a sur le centre de PMI où j'exerce, en postnatal après l'accouchement, les infirmières puéricultrices et moi-même, on va effectivement informer les mamans par rapport à la dépression périnatale, par rapport à la difficulté maternelle. Et on va utiliser l'échelle d'Édimbourg, c'est un questionnaire où il y a certaines questions et en fonction des réponses, on va pouvoir aborder le risque de dépression périnatale et au besoin, on va pouvoir proposer à la maman de rencontrer une psychologue.
On n'a pas de psychologue en PMI, mais on a des psychologues à la maternité et on en a aussi en ville avec qui on travaille. Voilà. La consultation obstétricale, donc on va aussi donner les différentes informations sur qu'on sert au niveau de la PMI. Donc je vous ai dit, l'accompagnement autour de cette parentalité, de cette maternité, et puis orienter pour les cours de préparation vers les sages-femmes libérales ou l'hôpital, et leur proposer également des visites à domicile par des collègues libérales si elles le souhaitent aussi, après la naissance. 1 mois après l'accouchement est proposé l'entretien postnatal précoce. Hop là. L'entretien postnatal précoce, donc ça, c'est obligatoire depuis 2022. Donc ça fait moins de temps. Pas d'examen clinique de la même façon, bon, sauf s'il y a une cicatrice à regarder. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment un temps d'échange. Qui est très important, ne serait-ce pour revoir un peu des fois, alors c'est vrai que c'est 1 mois après, mais des fois il y a des mamans qui n'ont pas du tout compris les prescriptions qui avaient été faites. Bon, il n'est jamais trop tard pour revenir dessus. Elles avaient parfois aussi, elles ont des ordonnances avec des contrôles d'examens biologiques à faire. Voilà, elles sont un petit peu perdues parce qu'elles ont eu beaucoup d'informations et puis elles sont devenues mamans, tout simplement. Donc voilà, reprendre avec elles les prescriptions qui ont été faites, les conseils qui ont été donnés. Ça va être le moment aussi de voir comment ça se passe là maintenant, avec l'arrivée du bébé, savoir si elle est aidée, s'il y a du soutien, ce qui est de plus en plus compliqué parce qu'on a des familles qui sont éclatées. Donc on a des mamans qui se retrouvent, même s'il y a le conjoint, il reprend vite le travail, les grands-parents ne sont pas forcément présents. Donc voilà, on a des mamans qui sont un petit peu isolées. Et puis oui, aborder tout simplement le vécu de la naissance, c'est aussi laisser la parole à la maman, au papa s'il est là. Voilà, comment s'est passé cet accouchement? Voilà, reprendre point par point les différents moments difficiles, agréables, de l'émotion. Et voilà, c'est vrai que c'est un temps pour elle de pouvoir se remémorer ces moments-là. Lors de l'entretien postnatal, elles viennent souvent avec le bébé, donc on va pouvoir aussi voir un peu le lien avec ce nouveau-né, comment elle, l'écoute, voilà, comment la maman va se comporter avec son bébé. Ça va être aussi le moment de prévenir, repérer et donc dépister des situations de vulnérabilité et toujours par rapport à la santé mentale dans le postpartum. Et 2 mois après, on a la consultation postnatale où là, on fait le point effectivement en faisant un examen clinique. On fait le point, à savoir voilà, si médicalement la patiente va bien. On va revoir s'il y avait des cicatrices. On va également évaluer la tonicité périnéale. Donc, il y aura un toucher vaginal déjà pour vérifier qu'il n'y ait pas de douleur. Voir effectivement faire le test le testing. Voir avec la patiente, le couple, reparler de la reprise des rapports sexuels s'ils n'ont pas encore eu lieu ou s'ils ont déjà eu lieu, voir s'il n'y a pas eu de problème, de douleur, d'appréhension. Voilà. Et puis aborder surtout la contraception. Voilà. Quand elles sortent de la maternité, en général, elles ont une contraception orale qui est prescrite, sauf pour ceux qui ne le veulent pas. Ils ont à ce moment-là une ordonnance de préservatif. Mais voilà, on va leur présenter qu'il y a d'autres moyens qui existent, tels que l'implant contraceptif, le stérilet, si elles le souhaitent. Voilà. Toujours lors de cette consultation, on aborde aussi le bien-être psychologique de la patiente. Et nous, c'est vrai qu'en tant que sage-femme de PMI, là, notre mission s'arrête là, à cette consultation postnatale, puisqu'on ne fait pas le suivi gynécologique, mais à ce moment-là, on l'oriente vers des collègues. Donc, on fait un lien avec soit des gynécologues, soit des sages-femmes, donc en libéral, ou dans le centre de santé sexuelle, donc qui dépend de la PMI, du département, où là, il y a sages-femmes et médecins qui vont pouvoir assurer le suivi gynécologique. À la consultation postnatale, bien sûr aussi, pour les patientes, si c'est le moment, si elles n'ont jamais fait, on va pouvoir réaliser le frottis dans le cadre du dépistage du cancer du col. Voilà. Alors. Donc là, hop là, je reprends. Donc voilà, donc c'était une présentation... quelqu'un vient d'arriver. Une présentation un peu, j'allais dire rapide, mais peut-être pas tant que ça. Voilà, j'espère que tout le monde a
pu suivre, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de connexion. Donc, voilà, donc comme je disais, on est vraiment dans un échange de pratiques. Donc, bon, là, tout à l'heure, effectivement, une d'entre vous avait échangé par rapport à la vaccination, par rapport au toucher vaginal, qui était plus systématique. Là, par rapport aussi au post-natal, est-ce que l'entretien post-natal, c'est quelque chose qui existe au Sénégal? Un temps vraiment spécifique? Oui, merci Stéphanie Merci. pour la présentation. Je pense que j'ai pas suivi le début, mais si je ne me trompe pas, c'était la même présentation que la dernière fois. Tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord. C'est vrai que pour les CPN, c'est pratiquement la même chose. Pour les suivis postnatales, ici au Sénégal, il y a 3 consultations postnatales qui sont systématiques dans les normes. La première, c'est entre J1 et J3, juste avant la sortie de la maternité. Après, on lui donne un rendez-vous entre J8 et J14, qui est la deuxième consultation postnatale. Et le troisième, c'est après 1 mois ou au max à J42. Et c'est vrai que la planification même est abordée lors des consultations prénatales. On leur dit ça, qu'il y a la possibilité de le faire ça avant la sortie de la maternité. Et lors des consultations postnatales aussi, on revient sur la planification. Mais ici, moi qui suis au nord, la particularité là-bas, c'est que parfois, il y a des dames qui sont réticentes au premier mois parce que dès qu'elles accouchent, elles ne sont plus avec leur mari, elles retournent chez elles. Ah oui. Et parfois, ils pensent que ce n'est pas nécessaire de faire la planification, d'autant plus qu'ils ne sont pas avec leur mari. Mais dès qu'il y a la possibilité de retourner chez elles, parfois, elles reviennent pour faire la planification, même si ce n'est pas au niveau de l'hôpital, parce que moi, je suis à l'hôpital de Ourossogui, qui est généralement un établissement de référence. Les dames qu'on reçoit, on leur explique ça et au retour de leur poste initial, elles font ça là-bas. D'accord. Merci. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Alors, c'est vrai que donc toi, tu es dans un hôpital, hein, comme tu avais dit. Oui, Voilà. je suis dans un EPS de type Ouais. 2. Ouais. Mhm. Marie-Reine C'est dommage que Marianne, elle n'est pas venue. Lui, elle est dans un poste, tout à fait, dans un poste de santé. Elle est Voilà. empêchée. C'est pourquoi elle n'a Oui, pas été à la. non, mais il y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans les postes de santé, donc quand j'ai échangé un petit peu avec elle, elle a pu m'expliquer qu'effectivement, elle était possible qu'elle fasse des accouchements dans le poste de santé. Oui, C'est ça? oui, ça se fait. Oui. Mais des Ouais. accouchements où il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas d'autres, comment je pourrais dire ça, complications, ou bien si c'est des accouchements normaux simples. Mais dès Ouais, qu'il y a une pathologie, elle réfère au niveau des EPS. d'accord, ok. Et il y a le poste de santé et il y a également en dessous, il y a autre chose. Enfin, quand je dis en dessous, il y a Les cases de santé. les cases de santé. Là, il n'y a pas d'accouchement, on est d'accord? Non, là-bas, il n'y a pas d'accouchement. C'est généralement les relais ils vont plus vers la sensibilisation que les accouchements D'accord. Mais il y au a du niveau des suivi. cas. Il y a des, Oui, il y a des consultations. oui, il y a des suivis. D'accord. Oui, donc finalement, les cases de santé ressembleraient plutôt au centre de PMI, ce Oui, que je fais oui, moi. C'est ça. exactement, c'est ça, oui, c'est ça, Ouais, exactement. ouais, c'est ça. D'accord. Bonjour, Bonjour. je peux prendre la parole? Bien sûr, allez-y, avec plaisir. Bonjour, c'est Khady Samb, sage-femme poste de santé Sila Diongto, au Sénégal. Ouais. Je suis dans la région de Matam comme Khadijatou Diallo. On est dans la même région. D'accord. Moi, je suis dans un poste de santé pour confirmer ce qu'elle vient de dire. Auparavant, je voudrais vous remercier pour la présentation tout d'abord. On apprécie vraiment. Oh, Et merci. on beaucoup de choses, vraiment. Bon, merci. En tout cas, ça me fait plaisir d'échanger avec mes consoeurs. C'est gentil. Pour appuyer Khady, effectivement, dans les postes de santé, on fait des accouchements.
mais qui ne sont pas compliqués, des accouchements qu'il y ait pas de complications. Parce que comme elle a dit, si on a des complications, par exemple, de la tension, de la CHEA, des prééclampsies ou HRPPP, si on détecte plus tôt, on envoie chez Khadijatou ou à l'hôpital de Matam. Mais comme le veut le circuit, on doit passer d'abord par le centre de santé. Et des fois, on ne le fait pas parce que pour le volet préventif, et tout en sachant que si on passe par le centre de santé, il y aura un retardement chez la patiente. Des fois, on passe direct à l'hôpital. Mais effectivement, comme elle a dit, après chaque accouchement, on convoque aux dames pour les suivis postnataux. Comme elle a dit, de J1 à J3, de J8 à J14, des fois J9 à J15, après le nguenté, après le baptême. Et la troisième consultation, c'est jusqu'à J42. Mais des fois, on rencontre des problèmes à revoir les dames parce que des fois, après accouchement, elles vont aller chez leurs parents pour allaiter. Et pire même, elles sont réticentes par rapport à la planification familiale. Donc, on rencontre beaucoup de problèmes, surtout dans les zones très reculées. Les dames n'acceptent pas de faire la planification familiale. Ici, on a ce problème-là vraiment. Mais par contre, elles viennent pour les consultations postnatales. D'accord, elles viennent pour la consultation, mais pour tout ce qui est contraception, c'est plus compliqué. Plus D'accord. compliqué. Vous êtes combien de sages-femmes dans un centre de santé? Bon, ça dépend. Moi, je suis dans un poste de santé. Je suis la seule, je suis la maîtresse sage-femme là-bas. Je suis assise là. Mais dans le district où je... Non, excusez-moi, vous dites maîtresse sage-femme, c'est ça? Oui, on peut dire ça parce que je suis la seule sage-femme ici. C'est moi qui gère la maternité. D'accord, ok. Et vous arrivez à voir toutes les femmes qui reviennent ça fait beaucoup, non? Oui, on arrive des fois à les voir parce que pour cela, il faut aller vers elles. Il faut les sensibiliser. Des fois, on fait des stratégies, on va vers elles, on crée des causeries, les sensibiliser, leur dire pourquoi les consultations postnatales sont importantes. Ça réussit, elles nous reviennent des fois, ou mieux même, si elles accouchent, on leur dit que si vous allez partir chez vos mamans, il faut aller dans les postes de santé ou les hôpitaux qui sont là-bas. D'accord. Oui, c'est vrai que l'autre fois, Madame Diallo a parlé des causeries et j'ai bien aimé ce mot, les causeries. On le fait ici, parce que si on ne le fait pas, on ne va pas les voir. Ouais, il faut les sensibiliser, c'est ça. De toute façon, ici, c'est pareil, il faut aller vers les gens et ouais, sinon, ils ne viennent pas forcément. Très bien, ben, merci. Merci à vous. Ensuite, il y avait, alors, il y a plusieurs mains levées. Je crois qu'après, c'était Madame Sokna Fay qui avait levé la main ensuite. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Faye, je reviens toujours. Je suis dans le district de Thiès, sanitaire de Thiès. Oui, j'apprécie beaucoup les paroles de Khalid. Je vous entends pas très bien. J'ai dit que j'apprécie beaucoup le discours de Khalid qui parle de visite postnatale. Avec les postnatales, c'est partout la même chose ici au Sénégal. C'est déjà enregistré dans les carnets et tout ça. Mais maintenant, pour ce qui concerne la planification familiale, je pense qu'elles ont beaucoup plus de soucis que nous. Parce que ici à Thiès, les femmes adoptent vraiment les méthodes de planification familiale. On les propose même avant l'accouchement. On te propose la méthode que tu vas adopter juste après l'accouchement. Donc, ça nous facilite, en fait, ça nous facilite la tâche. Donc, on peut faire, comme par exemple, des postes partent sur les tables d'accouchement, ou on peut faire juste après l'accouchement un gel ou un implano. Donc, c'est beaucoup plus facile. Avant l'accouchement, on fait le counseling, on parle aux femmes et on essaie d'adopter la méthode qui va les arranger le plus après l'accouchement. Et aussi donner beaucoup de conseils aussi à la mère. Beaucoup de conseils les mères à travers les VAD, à travers les causeries, à travers les consultations. Parce que les consultations prennent beaucoup de temps. Surtout quand on est une seule sage-femme dans un poste, c'est énormément de travail en fait. Énormément de travail et les femmes, pour la planification familiale, je pense que pour eux, c'est un peu plus difficile encore dans leur zone, mais dans d'autres zones, c'est un peu plus accessible. Ici à Thiès ou à Dakar, c'est les femmes même qui te proposent la planification familiale, c'est les patients même qui les proposent. Ils te demandent, ils viennent te dire que je veux faire et tu vas leur donner une méthode. Tu vas les laisser choisir. Après le counseling, elles vont choisir la méthode qui les convient le plus. Voilà. Ouais, mais c'est important, effectivement, comme vous dites, d'en parler dès la grossesse.
Nous, on va l'aborder aussi, hein, de la planification, même déjà pendant les consultations prénatales, déjà savoir ce qu'elle prenait avant, si elle prenait quelque chose. Mais c'est vrai que comme c'est pareil, à chaque consultation, il faut faire cette prévention, cette prévention. Après, bon, nous, elles reviennent plus facilement pour une contraception. Mais on a aussi parfois des mamans qui vont nous dire, voilà, pour l'instant, je vais effectivement aller chez la belle-mère ou je ne vais pas avoir, on n'aura pas de rapport avant telle date. Et du coup, elles attendent avant de mettre en place une contraception. Mm. Mais c'est vrai que la prévention, ouais, c'est important. C'est Merci. ça, voilà. Et Merci. merci beaucoup. Mais merci à vous. Ensuite, il y avait, je pense, Adama Gay. Je pense qu'il avait levé la main. Allez-y, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Merci, je m'associe au remerciement, vraiment. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci. Moi, je suis infirmière dans un poste de santé à Kédougou, dans la région de Kédougou. D'accord. C'est dans le nord aussi, ça? C'est où? Non, non, c'est au sud-est. Ah, d'accord, Sud-ouest. ok. D'accord. Donc, comme les autres l'ont dit, les Sokhna et les autres, c'est la même chose, mais nous, dans notre zone, c'est une zone spécifique parce que c'est une zone aurifère où il y a beaucoup de communautés qui viennent dans les autres sous-régions, Mali, Guinée et les autres. Parce que c'est une zone aurifère où il y a la pratique d'orpaillage traditionnel. Donc, nous, notre problème qui se pose, c'est surtout les CPN tardives. Les femmes ne viennent pas tôt pour faire les CPN. La plupart vont venir à partir du deuxième tiers ou bien troisième tiers. Parfois, même, vous allez voir une femme qui a 9 mois et qui est venue pour sa première visite. Donc, nous avons ces problèmes. En plus de cela, il y a les accouchements à domicile. Il y a beaucoup de femmes qui accouchent à domicile. En tant qu'infirmière chef de poste, et il y a des sages-femmes, heureusement. Au début, j'étais seule. J'ai fait 10 ans dans le poste, mais au début, j'ai fait 5 ans en tant qu'infirmière et je gérais la maternité et la médecine en même temps. Je faisais les accouchements aussi. Ah oui. Mais heureusement, maintenant, on a 2 sages-femmes qui sont là. Elles sont braves et je les remercie au passage aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'amélioration. Bien que ça existe toujours les accouchements à domicile, mais on a vu que ça a diminué vraiment par rapport. Et aussi, concernant la planification familiale, ça, nous avons une bonne adoption par rapport aux méthodes contraceptives. Ça marche bien ici. Et ce qui nous pose problème, c'est les CPN tardifs et aussi les accouchements à domicile. Et on voit que par rapport au début, il y a beaucoup de changements. Il y a une amélioration quand même, mais positive même. Parce que bien que nous avons une cible qui est sous-estimée, parce qu'on ne peut pas, avec une zone aurifère, avec notre cible, par exemple, toujours nous dépassons les objectifs. En réalité, on voit que ça reste ce qui nous pose problème. Nous avons une cible qui est très sous-estimée. Parce qu'en dehors des autres femmes qui viennent, d'ailleurs, c'est ce qui nous pose un peu de problème. Sinon, ça améliore. Vraiment, on vous remercie pour votre présentation. On a beaucoup appris et merci beaucoup. Mais merci pour votre intervention aussi. Au passage à tonton Harry, qui m'a envoyé ce lien. Je le remercie. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand elles viennent effectivement en consultation tardivement parce que, en plus, voilà, au 9e mois, parfois ça arrive aussi chez nous. C'est plus des femmes qui arrivent de pays étrangers et du coup, elles arrivent. Donc, on est effectivement dans l'urgence et du coup, il y a beaucoup plus de risques. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant la grossesse. C'est compliqué. Ça nous arrive même de voir une femme qui vient pour l'accouchement, qui n'a pas fait ses CPN. Et la plupart, on les réfère au niveau du centre hospitalier. D'accord. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Des questions?
J'en profite quand même pour vous signaler, alors j'ai pas la date en tête, j'ai un petit peu honte. Il va y avoir une autre présentation, mais plus sur les urgences obstétricales. Alors je sais pas si Marie-Odile a la date en tête, si Marie-Odile est là. Je vais juste ouais, parce que du coup je me dis que c'est quand même Oui, c'est intéressant. un sujet qui est intéressant. Là, ça sera le 2 décembre. Ah super. Ouais. Sur les soins obstétricaux d'urgence et ce sera animé par une de tes confrères, consoeurs, Stéphanie, donc Fatima Oui, Boudari, Fatima, oui. voilà, qui travaille aussi en centre de PMI dans les Yvelines. Mm. Le 2 décembre. Mais je pense que les informations vous seront transmises en temps et en heure par Mariam Bass qui est là ou Edgar. D'accord, ouais, comme ça. Voilà. Mais voilà, mais gardez cette date, donc ça sera à la même heure qu'aujourd'hui. Voilà, donc là chez nous il est 17h30, mais je crois que chez vous il est 16h30. Non, même 15h30, je crois. Il n'y a pas 2 heures de décalage? Ah, Oui, c'est ça. 15h30. Ah oui, d'accord, Ouais. 15h30. Ouais, 15h30. Non, il est non, Ça a il est changé. 16h30. Ah, C'est ça a changé, il n'y a 16h30. plus qu'une heure, là. Oui, c'est Oui, ça, oui, parce que oui, nous on a, C'est ça, oui, d'accord. nous, on a changé d'heure, c'est pour ça, voilà. Donc voilà, chez vous il est 16h30 et il fait beau, chez nous il est 17h30 et il ne fait pas très beau. Il fait nuit. Il fait nuit chez nous maintenant. Mais voilà, oui, gardez la date parce que ça, voilà, c'est chouette de pouvoir aussi se retrouver voilà, entre collègues et pouvoir échanger. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très intéressant, ces échanges. Merci d'avoir participé activement après la présentation de Stéphanie et partagé vos expériences. Je trouve ça très riche de notre point de vue. On apprend plein de choses. Et ben, on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas si Mariam ou Edgar veulent ajouter un petit quelque chose. Sinon, nous tenons à remercier toutes Ah, il y les a Il y a personnes Monsieur qui ont Di- participé. Monsieur Donc, le Dibocor, prochain, oui. vous l'avez déjà annoncé, c'est le 2 décembre. On enverra le... Oui. Oui. Ok. Il y avait monsieur Dibocor, j'espère que je dis bien, Oui. qui voulait parler. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour à vous. Bonjour. Oui, juste pour vous remercier. C'est gentil, merci. Et par rapport à l'importance du thème que vous êtes en train de développer. Il y a eu beaucoup d'interventions pour régler ces problèmes. Mais jusqu'à présent, nous peinons vraiment à voir le bout du tunnel. Mais il y a des améliorations, beaucoup d'améliorations par rapport à la prise en charge des femmes au niveau hospitalier ou au niveau, en tout cas, des structures sanitaires. Maintenant, le problème, c'est que jusqu'à présent, il y a le pouvoir de décision. Quel que soit, il y a le pouvoir de décision qui n'est pas aux mains de la femme, qui n'appartient pas à la femme. Quelquefois, elles veulent venir, mais elles sont bloquées. Même quand il s'agit de leurs propres sous, et dans la majeure partie des cas, quand elles viennent avec leurs propres sous, de plus en plus, il y a des hommes qui s'intéressent, qui accompagnent les femmes. Mais jusqu'à présent, il y a des difficultés à voir les hommes s'impliquer réellement. Et dans les ménages, ce n'est pas les hommes seulement. Quelquefois, c'est même la belle-mère. La belle famille. Exactement. La belle famille, surtout la belle-mère. Exactement. Ça, c'est la belle-mère qui se dit, moi, j'avais fait ceci, ceci, ainsi, etc. Et pour elle, il faut que ma belle-fille fasse la même chose que moi, de la même manière exactement. Donc, il y a un peu cette idée qui est restée, qui est encore ancrée. Donc, le travail ne se passe pas seulement au niveau des femmes en âge de procréation, ça va au-delà. Donc, la sensibilisation ne doit pas s'arrêter au niveau des femmes seulement. Il faut atteindre les hommes, il faut atteindre les belles-mères. Et tant que nous ne le faisons pas, avec les femmes en âge de procréation, avec les adolescentes, ça passe actuellement. Mais elles ne décident pas ce qu'elles doivent faire. Même de leur propre santé, elles ne décident pas. Même si elles ont l'argent, quand il faut aller dans la majeure... C'est pas partout, hein. Actuellement en ville, il n'y a pas ce problème. Mais quand nous sommes réellement en milieu rural,
Et c'est ça notre problème, je crois, c'est le milieu rural. Quand nous sommes dans le milieu rural, quelquefois, les obstacles subsistent encore à cause de ça. Et des belles-mères. Voilà. Il faudrait faire des causeries aussi pour les belles-mères, enfin pour les femmes, peut-être, pourquoi pour pas. les belles-mères, pour toutes les personnes ressources, en fait. Ouais, c'est ça. Toutes les personnes qui ont pouvoir de décision. Mais si on s'arrête aux femmes seulement, nous aurons tout faux. Et ça va continuer, le problème restera encore entier. Je crois qu'il faut élargir. Ah, mince. Ah mince, voilà, on l'a perdu. On vous a perdu. À chaque cible, voilà les messages qu'il faut. Ça va être le travail actuel pour la préparation de ces activités. Globalement, c'est ce que je voulais ajouter en attendant la prochaine session. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci pour cette intervention. Et puis, effectivement, il faut réfléchir. C'est intéressant. Ouais. Merci à tellement tous. vrai ce qu'il a dit. C'est tellement vrai ce qu'il a dit que même lors des références obstétricales, ça parfois problème. Parce que les dames sont aussi au niveau des postes. Ils appellent, la sage-femme appelle au niveau de l'hôpital pour dire qu'elle va référer la dame. Mais parfois, on perd du temps à attendre l'avis du mari ou bien de la belle-mère ou bien de la belle-famille avant que la femme n'accède au niveau de l'EPS. C'est exactement vrai ce qu'il vient de dire. Mais en tout cas, c'est encore un plaisir de partager avec vous tous les jours. Ces genres d'échanges-là nous permettent de nous améliorer et d'apprendre beaucoup des choses qui nous sont étrangères. Merci pour l'invitation. C'est réciproque. Ouais. Merci Radija, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée. S'il vous plaît, oui. Excusez-moi d'intervenir encore. Hein. C'est toujours M. Henri Dubocor. Oui. Alors, je voulais juste profiter de ce canal pour remercier toutes les braves sages-femmes du Sénégal. Dieu sait que dans ce pays, c'est les sages-femmes et les infirmiers et les instituteurs que vous voyez au plus profond du pays à servir la population. Dans des conditions extrêmement difficiles quelque part. L'infirmière l'a dit tout à l'heure. Moi qui vous parle, je suis infirmier de base. Je suis actuellement technicien supérieur de santé en enseignement et administration. Je suis à la retraite. Mais je suis dans une école de formation comme directeur des études. Mais c'est très compliqué. Nous avons accouché avec des lampes tempêtes. Nous avons aidé des femmes avec des torches. Il n'y a pas de gants quelquefois. C'est voilà, le sachet que tu prends à la boutique, là, voilà, que tu utilises, etc. Ça a évolué, certes. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'investissements propres à faire. Quelquefois, c'est juste le bâtiment qui est là, ces pauvres femmes n'ont même pas de logement. Ce n'est pas des logements décents. Vous n'aurez pas mis là-bas votre, je ne sais pas quoi. C'est des conditions très, très difficiles qu'elles vivent. Quelquefois, quand vous les voyez, vous avez envie de pleurer. Tellement que c'est difficile. Elles font un effort extraordinaire. Et la femme sénégalaise est bien aidée, elle est bien soutenue. Et vous, avec votre appui comme ça, sur le plan vraiment intellectuel, sur le plan théorique, sur le plan de ces connaissances-là, vraiment, vous vous aidez, comme elle l'a dit tantôt, ça nous permet de vraiment d'améliorer un peu plus. Mais je pense que l'on travaille toutes de la même façon. Après, c'est effectivement les moyens qui sont peut-être pas les mêmes, mais voilà, on a toutes la même motivation. Merci, Monsieur Djibokor. On souhaite une belle fin d'après-midi à tout le monde et à très prochainement. Oui. Oui. À très bientôt, en tout cas. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.